70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Quel incroyable speedrun, c'est Castlevania, le premier, le meilleur diront certains, tout comme certains défendent le fait que Pole Position c'est le meilleur jeu de course de tous les temps. On est à 70%, merci de nous rejoindre en studio en fait ou en backup. On a l'excellent Mathieu Boudreau que vous avez vu passer devant la caméra, quoique t'étais de côté, on n'est pas sûr, tu sais. Et il y a aussi Giz qui nous amène un dossier très chaud sur un jeu de zombies. On est comme en mode Halloween, tu sais, parce qu'on aime bien ça, faire durer la barricade qui nous protège de Noël le plus longtemps possible. On a aussi Julien Bernatchez qui nous a amené un dossier très tête. On a Bruno avec des nouvelles. Et j'ai un invité tout spécial, tout en poil. C'est l'excellent Lucien Steve Dion. Sinon, je vais commencer avec quelques petits dossiers qui nous intéressent. Voodoo Shango Experience, c'est un band de funk. Et Dieu sait que j'adore le funk. C'est Jean, alias Papa Chango, qui est un grand fan un fan des Lundis Douteux. Et lui, en fait, c'est le gars qui est venu me voir jadis. Puis il a dit « Hey, la toune de ce film-là, de l'Éliminateur avec Richard Harrison, il a trouvé excellente. C'est un fan de Blaxploitation. Son band au complet tourne autour de l'idée de reprendre en funk des tunes funk et il a fait une reprise de l'Éliminateur. Et donc, il y a un show et je suis très content d'en parler jeudi le 14 novembre à 21h30 au 4328 Saint-Laurent à Montréal. Ça vaut la peine, c'est les bobards. S'il vous plaît, allez encourager du... Moi, j'adore le funk. J'aime vraiment pas le disco, mais j'adore le funk. Et oui, il y a une différence entre les deux. Il y a seulement les fans de disco qui la comprennent pas, mais bon, on s'en crisse. Sinon, ce soir, je suis très content de souhaiter la bienvenue, la re-bienvenue dans notre grande famille de chapitres, le chapitre de Rouyn-Noranda, qui est tenu par Christiane Nicolas Trudel. C'est une amie d'enfance et c'est aussi une excellente animatrice. Je suis bien heureux que Rouyn-Noranda, qui est ma ville natale, ait un chapitre de douteux. Je pense en fait que l'expérience abitibienne au complète en est une qui, avec le recul, me permet de comprendre pourquoi qu'on a... je veux pas dire inventé, je veux plus y aller dans le sens d'interpréter un mouvement de cette manière. J'ai plein d'amis chers qui peut-être sont plus dans la cause, mais bon, Rouyn-Noranda, l'Abitibi, c'est quelque chose qui est précieux à mes souvenirs plus qu'à mon avenir. Mais que je suis très content qu'il y ait un chapitre de douteux là-bas et peut-être qu'on va pouvoir faire des belles affaires avec eux. Merci Christiane, puis on leur souhaite bonne chance. Si vous voulez un chapitre de par chez vous, ça se fait assez facilement, faut m'écrire à moi. Je suis le PDG de douteux.org et mon email, c'est tommy@douteux.org. C'est compliqué. Et sinon, on continue avec quelques petites nouvelles. Après avoir trouvé quelqu'un qui ne trouvait pas Yves Corbeil sympathique, c'était ma première quête. Fin années 90, je cherchais quelqu'un qui trouvait pas Yves Corbeil sympathique. Après avoir trouvé quelque part en 2007-2008 une fille qui trouvait Stéphane Rousseau drôle, je me suis lancé dans quelque chose. À toutes les fois, on sent le degré de difficulté qui monte. Et je me suis lancé à trouver quelqu'un qui trouvait, qui avait pour idole Francis Reddy. J'ai passé proche de trouver quelqu'un, mais
la personne l'aimait à un niveau psychotronique, un peu comme moi, j'adore Breen Leboeuf. Fait que tout le monde sait que Breen, pour moi, je veux pas diminuer l'amour puis le respect que j'ai pour Breen, mais sans Breen, ma vie serait pas mal pareille. Et c'est un petit peu ce qu'on a convenu avec lui, que c'était pas son idole. Moi, mes idoles, je le dis et je suis tout le temps fier, c'est Hubert Reeves, Joe Sakic, Wayne Gretzky, et j'ai rajouté Vic Muniz quelque part en 2010 pour son film, faut voir ça. Donc, si vous connaissez quelqu'un, j'ai l'impression que ça va être une madame passée 40 ans, là. Grand fan de Francis Reddy. Je suis à la recherche d'un fan de Francis Reddy. Sinon, ben, j'ai commencé à jouer au 3DS. Je me suis acheté la nouvelle console. Pour les grands fans de 70% qui se rappellent des émissions de dans le temps, je faisais souvent des critiques de jeux vidéo. Et à date, j'ai fait Luigi Mansion. Et moi, je suis du genre, et c'est très, très, très spécial ce genre-là. Vous allez voir, je vais vous en parler tout de suite. Moi, je commence un jeu, là, puis je le finis. Hein, comment c'est original, hein? Ouh, comment tu fais? T'sais, oh, ouais, t'en commences pas. Non, non! Je m'assieds en avant, puis je le finis. Puis des fois, tu sais, je suis pas pause, là. Je dis pas que je joue tout le temps, parce que, regarde, la preuve est là, je suis pas en train de jouer. À date, j'ai fait Luigi Mansion. Je suis en train de faire le Mario & Luigi. Je me suis fait fournir Pokémon. J'ai acheté aussi le Megami Tensei Shin Megami, l'affaire de démon, là. C'est un petit peu comme Pokémon, mais plus pour adultes, en tout cas. À date, ça va bien. Je suis très content. L'effet 3D, c'est peut-être mon seul petit aparté, là, point négatif. Je dirais que l'effet 3D m'endort. Quand je mets le 3D dans le fond, là, je m'endors. Bon. Fait que ce que je fais, c'est que je le mets pas. Et puis, ben, ça joue longtemps. Et j'ai beaucoup de plaisir. Essayez ça, la 3DS. Je suis content. C'est le nouveau Paper Mario. Ben, nouveau Mario RPG plus, là. Sinon, ben, la foire s'en vient et c'est un appel à tous que je vous lance ici maintenant. On a besoin d'un photographe et on a aussi besoin d'un responsable des médias sociaux à douteux.org, douteux.tv. À force de devenir gros puis d'avoir des bénévoles, puis on a beaucoup plus de choses à montrer que ce que les gens y ont vu à date. Et ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui est capable de faire le lien entre ces deux affaires-là. Et là-dessus, ben, on commence un 70% exactement comme les autres. Et juste après un clip de Étienne Forêt qui va aller voir deux personnes, ben, en fait, qui va lui parler au téléphone. Puis en tout cas, c'est le temps de la foire. C'est le temps de la vie, tu sais. C'est l'automne qui finit tranquillement. C'est la magie de Noël. Merci de nous suivre là-dessus, Guiz à la console, s'il te plaît. Pars. Après ça, on va avoir Lucien Steve Dion, puis on part dans un 70%. Content. À douteux.tv, la télé des délaissés. Que je sais pas comment faire un lien avec ça parce qu'on fait du commerce, nous, sur Internet. Hein? Oui. Mais c'est du commerce gentil. Ben, c'est presque équitable. Parce c'est que, presque équitable, ça va l'être à partir de alors. maintenant. Parce que vous savez que depuis le début de l'émission, j'aime beaucoup les annonces classées sur Internet. Et puis, j'ai mis, il y a récemment, une lampe relativement jolie que je pourrais vous montrer maintenant. J'ai mis l'annonce. Elle est là. Cette lampe-là était là et en disant « Donnez-moi n'importe quelle offre, faites votre offre et je vous la laisse, cette lampe-là. » Parce que mon intérêt est simple et pur et je l'assume. Je veux faire de l'argent avec cette lampe-là pour acheter d'autres niaiseries, pour vous amuser à la maison. Et j'ai eu quelques offres. Et là, il y a quelqu'un qui nous a intéressés et puis qui a pris la peine de nous écrire sur notre site Internet. Et je vais l'appeler maintenant. Très franchement, je lui ai parlé en dehors des ondes pour savoir s'il était sérieux, parce que je suis un homme sérieux en affaires. Et puis, je l'appelle maintenant. Il s'appelle Étienne. Et ça nous a charmé un peu la façon qu'il nous expliquait son intérêt pour notre fameuse lampe, qui a été signée par Michel Barrette et France Castel. Allô? Allô? Allô, Étienne? Allô? Vous êtes Étienne, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Étienne Forêt. Oui, c'est moi-même. Salut, c'est André Robitaille. On est en ondes, en direct à la télévision Radio-Canada. Tu vas bien? Ouais, ça va très bien, vous-même? Oui. Écoute, tu peux me tutoyer si tu veux bien, parce qu'on va faire des affaires ensemble. Ouais, OK, allons-y comme ça. Pourquoi ma lampe t'intéresse? Ben, parce que c'est une lampe superbe. OK, déjà, toi, tu m'intéresses quand tu me dis ça, par exemple. Tu trouves ça superbe, cette belle lampe-là, ici, là, cette lampe en bois-là, magnifique, qui fonctionne encore, la preuve est là. Ben oui, je la vois fonctionner. C'est vraiment un objet d'art. Oui. En plus, là, je vois qu'elle est signée par France Castel. Oui, France Castel, ici, puis il y a Michel Barrette, là, il y a Denis Saint-Pierre, puis moi, j'ai signé aussi. OK, bon, ça m'intéresse moins, mais France Castel, c'est quand même assez cool.
C'est drôle, toi aussi, tu m'intéresses moins tout d'un coup. Hey, mon ami, qu'est-ce que tu vas faire avec cette lampe-là? Ça m'intrigue. Mais en fait, cette lampe-là, c'est moi, je vais la revendre dans un encan douteux. Ça sert à financer l'organisme douteux.org. Allez voir le site web, tout le monde à la maison, je vous y encourage. OK, douteux.org, c'est quoi ça? C'est un organisme qui fait l'archivage et la diffusion de tous les médias douteux, tous les films de série B, les trucs faits avec les moyens du bord, que cheapo d'ici et d'ailleurs. Si je fais affaire avec toi, Étienne, là, tu me fais une promesse de jamais mettre un épisode d'entrée principale dans tes affaires douteuses? Ah, là, ça c'est clair. J'ai pas besoin de me forcer pour te promettre ça. Par contre, c'est pas sûr pour Vasimolo. Très bon. Tu m'appelleras. J'ai beaucoup d'épisodes chez nous. Je t'en donne. Ah, c'est très drôle. OK, combien tu me donnes pour la lampe? On va régler ça tout de suite, là. Ben, écoute, moi, là, je suis prêt à aller jusqu'à 50 $. Je vais pas de main morte, 50 $. C'est intéressant. T'as bien dit 60. Non, j'ai dit 50. OK, t'as dit 70, c'est ça? OK, je pense qu'il va falloir que tu fasses checker ton ouïe, là, bouchon. OK, 50, ça m'intéresse, puis je pense que ça va être réglé. On va faire 50 $, mais je te demanderai un petit peu plus. J'aimerais avoir un objet douteux que tu me donnes aussi. N'importe quoi, gros comme un verre, une tasse. Un petit objet douteux. Ça me ferait plaisir de faire ça pour toi. Parfait. OK, ben on fait ça, mon ami. Alors, c'est réglé. 50 $ puis un objet douteux, c'est réglé, toi puis moi? Oui, c'est un deal. Merci, mon Étienne. Merci bien. Ben, ça me fait plaisir. Salut, bye! Louise, comment tu vas? Ah, ben là, c'est ta mère qui vient de dire bonjour. Oui, Louise. Je m'en vais en studio, là. Pour la foire de l'absurde, l'important n'est pas d'expliquer et de résoudre, mais d'éprouver et de décrire. La foire, c'est qu'amusant. Oh yeah, on est de retour en studio avec Lucien Steve Dion qui va nous parler pendant 5 minutes d'un sujet que lui seul à date connaît. Lucien Steve Dion, de Noël. Merci, Tommy. Tu sais, mes amis peuvent m'appeler LSD. Alors, comme vous savez, les bêtes poilues sont des poètes dans l'âme. Mais les vrais poètes n'aiment pas ce qui est mignon et divertissant. Alors voici donc un poème sur le hot dog. Uni dans la vapeur, baigné dans la torpeur, le hot dog attend. Il attend ses condiments. De ses 1000 ingrédients, dans son pain de néant, il attend dans la peur. Il attend ses couleurs. Sans ketchup, sans relish, sans artifice. L'aliment factice est triste. Seul dans son coin, il jalouse ses voisins. Nu dans son pain, il craint. Et la frite fait sa fraîche et se roule dans la mayonnaise. Du délice au vice, la frite se désiste. Dernier sur la liste, indigne du sacrifice. Sans moutarde ni relish, le hot dog est triste. Délaissé et desséché, flétri et durci, l'aliment triste rejoint les immondices. Merci, Tommy. Cette lampe a été achetée par ce Étienne Forêt qui est là. Et tu as eu l'idée d'acheter cette lampe-là. Tu viens la chercher aujourd'hui. Mais tout à fait. Elle est à toi, donc j'avais écrit vendu dessus. C'est fait, c'est réglé. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Oui, je vois ton T-shirt qui est quoi? Douteux.org. Douteux.org, oui. C'est le nom de l'organisme pour lequel je travaille. Oui. Je travaille. C'est bénévole. Puis, cette lampe-là va être justement vendue à l'encan douteux de la foire de l'absurde. C'est notre 6e foire de l'absurde cette année. Alors, toi, tu l'as acheté pour la revendre? Pour la revendre. Alors, si les gens qui étaient intéressés à ma fameuse lampe, là, ben allez-y sur le fameux douteux.org. Mais là, donne-moi mon cash. Oui, ben oui. Alors, on avait dit quoi, là? On avait dit 25, je crois. Non, 50 $. C'est fort. Et je t'avais dit 50 $ et un objet douteux. Un objet pour 50? Ben, j'ai eu de la difficulté à en choisir, Justin. Ce que j'ai fait rapidement, là, j'ai 3 affaires pour toi. T'en choisis un, les 2 autres seront vendus à l'encan avec la lampe et le reste.
Donc ici, on a rajeunir par la technique Nadeau. Ouais. La technique Nadeau. Ici, j'ai un coussin. Un coussin, tu peux mettre tes pieds dedans, puis regarde sur le côté, il y a un petit bouton et ça vibre. Je prends le coussin et j'avais un Indien ici. Un magnifique Indien. Je prends le coussin, je vais faire vibrer mes pieds demain à l'émission. Ça marche-tu? Ah, et ça va être magique. Magique. Un moment magique. Alors, c'est un deal, c'est réglé. Je vais acheter des niaiseries. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est pas de ma faute! Ça cause la foire de l'absurde! Quand? Du 22 au 25 novembre! Où? Au Brouhaha! C'est au 58-60 de Lorimier! C'est qui tes complices? Je le sais pas! L'horaire est sur le site! Tu me laisses vraiment pas le choix, Simon Benoît! C'est pas moi, Simon Benoît! Je vois pas! J'ai rien fait! Je te tuerai pas, c'est une joke! 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 Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Ah! Bonjour. Hey, salut Bruno. Ça va? Je vis des moments assez particuliers. Ah ouais, comment ça? Je viens d'avoir une marionnette à mon show, puis je suis un fan de marionnettes. Ah, t'aimes les marionnettes? J'aime les marionnettes. Il y a bien des affaires que j'aime, tu me connais, hein, je suis multidisciplinaire. T'es multi-amoureux. Multi-amoureux, exactement. Voilà. Oui, je n'ai aucune gêne à le mentionner. Non. Bruno, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Écoute, je vais vous parler de nouvelles, des nouvelles qui se sont passées partout. Je me suis dit que je ferais ça cette semaine. Je vais faire des nouveaux. On va essayer ça, on va voir si ça marche. Ah, on t'aime, même. Check ça, le beau background de nouvelles que je t'ai trouvé en plus. Ah, fantastique. Alors, en plus, je voulais te dire, Tommy, c'est pas vrai que ta vie serait pas pareille sans Breen Leboeuf. Serait pareil sans Breen Leboeuf, parce que si Breen Leboeuf était pas là, il y aurait pas d'Éric Lapointe. Ah, tu dis gros là-dessus. Non, je pense que la fadeur aurait pu s'incarner. C'est le Zeitgeist. Bon. Ok, je vais partir en nouvelle. Un couple de Loganville en Géorgie est en train de s'adonner au plaisir de la chair dans le stationnement du Waffle House local quand un policier les a aperçus. L'officier a interrompu leur étreinte passionnée. Il leur a demandé de mettre du linge. L'homme a tout de suite obéi, mais la femme a dû être avertie à plusieurs reprises avant de commencer à essayer de mettre une sandale qui était en fait un cheeseburger. Voilà, l'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Ouais. Juste un. Let's go après. C'est presque non, c'est pas un vol, il faisait juste fourrer. Ouais, je sais pas. Là, ils ont donné des amendes bidons pour pas qu'ils recommencent pour avoir le dernier rôle. Ça veut dire qu'il avait mangé 2 sandales avec des frites, ça? Oh! Let's go next! Oui, la Central Connecticut State University a vécu toute une panique la semaine dernière alors que le périmètre du campus a été verrouillé après qu'on ait signalé qu'un homme armé rôdait dans les parages. 3 heures plus tard, un suspect a été arrêté et aucune arme n'a été trouvée sur lui. Il s'agissait en fait de Peter Kame, un professeur de géographie qui était déguisé en ninja. Avec son sabre en plastique. Pour aller détruire la liberté. En fait, pour l'Halloween, il semble-t-il que le party avait duré 4 jours sans changer de vêtements et que, sorti de là, il se soit fait arrêter. C'est cute, ça, j'aime ça. J'adore ça. Le gars, il est en ninja. Il est encore en ninja. Oui, on est rendu là. Ah ouais, ça c'est le fun, ça. Une équipe de 4 scientifiques a enfin répondu à l'éternelle question: comment est-ce qu'on devrait pisser dans un uritoire pour pas que ça splash partout? Oh, c'est intéressant ça. Non. L'équipe de physiciens
Non, c'est pas le bon, ça. Non, c'est bon. Ah, ok, c'est bon. C'est surnommé les Whiz Kids. On plaçait plus... Whiz. Parce qu'on sait que Whiz, ça veut dire magicien. Ah, exactement. On plaçait plusieurs jets d'eau colorée dans des angles différents, imitant la principale manière de se disposer devant une urinoir. À l'aide de caméras haute vitesse, ils ont filmé les éclaboussures et ont analysé les résultats. Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Donc, suivant l'évidente position assise pour éviter les éclaboussures, la meilleure technique pour pisser dans une urinoir est la suivante. Se tenir le plus près possible de l'urinoir et essayer de diriger le jet vers le bas pour qu'il frappe le dos de l'urinoir dans un angle descendant. Il recommande de ne pas viser directement dans le trou de l'urinoir parce que ça cause plus d'éclaboussures ou dans la petite décollée ouais, à cause de la petite grille, là, genre qui protège contre, on sait pas, la vie, contre le monde qui voudrait mettre le gomme à une place importante. Êtes-vous prêt à pisser comme vous n'avez jamais pissé? T'en fais-tu une autre dans ce bloc-ci? Oui, je peux faire ça, oui. Oui, ça c'est le fun. Ajouter à la liste de livres bannis de certaines écoles aux États-Unis, cette fois-ci dans les high schools du sud de la Californie, le dictionnaire. Le dictionnaire est banni. Le dictionnaire. Ça doit être à cause de la théorie de l'évolution. En effet, le Merriam-Webster 10e édition, qui est utilisé dans la majorité des écoles depuis les 4 dernières années, a été retiré des tablettes après que des parents concernés aient découvert qu'on pouvait y trouver la définition du mot sexe oral. Ben oui, mais voyons, tabarnak! Selon le syndicat des professeurs, la définition graphique n'est pas appropriée pour l'âge des élèves. La définition se lit comme suit: la stimulation orale des parties génitales. Le sexe oral, c'est la stimulation orale des... Ok, c'est bon. C'est tout? Voilà. Oui. Dans le Merriam-Webster, c'est pas une encyclopédie. Une porte-parole du district a affirmé qu'il est difficile de lire tout le dictionnaire, mais qu'il allait essayer de trouver d'autres affaires dedans, là, tu sais. Il allait essayer... Ok, parce que... Ouais. Hey, c'est donc bien épais de rajouter ça par-dessus, là! On a raison, on sait pas encore trop pourquoi. Non. Fait que là, on commence la guerre. Il y a un mot qu'on n'est pas d'accord avec. On va fouiller, voir s'il y a d'autres trucs de nature graphique. Certains parents applaudissent la mesure, préférant ne pas avoir à parler à leurs enfants, tandis que d'autres croient que peut-être qu'un enfant est capable de découvrir des choses par lui-même. Je pourrais facilement ici parler de l'hypocrisie de cette mesure en exposant un double standard évident qui fait que la Bible n'a pas encore été bannie des écoles. Mais la chose importante à retenir ici, je pense, c'est qu'il y a le dictionnaire qui a été banni des écoles. Il n'y a pas de sexe oral dans la Bible. Aïe, aïe, man, c'est superbe. Merci beaucoup, Bruno. Pourquoi sexe oral? T'as pas à le savoir qui a dit. Hey, là-dessus, on s'en va en clip et puis on revient ensuite. Ça devrait être Boudreau ou Giz. On va voir comment ils vont se battre. Et les choses semblent s'être calmées. Mais un soir, soudain, la petite Lucie est prise d'une crise de violence inouïe. Lucie! Lucie! Lucie semble avoir une force surhumaine. Catherine n'arrive pas à se dégager. Et c'est alors que la fillette se précipite vers la table de la cuisine. Les yeux de Lucie sont exorbités. Laisse-moi tranquille. Catherine est comme paralysée par la peur. La fillette est déchaînée. Non. Malgré que je sois de ces privilégiés qui pourraient tenir une place centrale à la foire de l'absurde, je n'y suis encore jamais allé. Cette année, il va y avoir la suite de Deadly Prey en primeur canadienne. Ah, des scientifiques me disent que des gens du nom de Neu et de Skip Jensen seront sur place. Il faudra absolument que je me déplace. Vous savez, pour moi, c'est évident que j'ai hâte. J'ai en live. Ah, je n'ai pas peur des mots. Vous savez, les mots ne sont pas tangibles. Je déclare, je serai du 22 au 25 novembre, parti au brouhaha. Garçon, si t'as jamais eu envie de, tu sais, le spécial sexe du vendredi soir, tu sais quoi? Quand tu vas l'encaisser, c'est ça, en plein ça.
Étant scientologiste, il est évident que ma tête est un accident. Pas autant que David A. Pryor, qui nous a fait Deadly Prey 2 pour le visionnement de clôture. Parce que tu sais qu'il y a vraiment personne qui peut t'aider. C'est mon chauffeur qui va me conduire. Je sais que je ne peux pas manquer cette opportunité de vraiment m'aider pour la première fois. Et effectivement, changer ma vie pour le mieux. J'aurais aimé que Elron soit là pour me voir absolument, vraiment heureux. Orgs are there to help, okay? But we as also the public, it's like... Hey, salut Tommy. Que d'aventure. Ça va, Giz? Ça va très bien, toi? Hey, je vis des moments pas pires, là. J'ai eu une marionnette, il y a eu Bruno qui nous a amené des semi-dépanneurs, là. À date, moi, c'est un 70% exactement comme j'aime les surfer. J'adore comment tu penses. Ah oui, je suis bien open. Hey, en parlant de penser, aujourd'hui, je vais parler de... Segway! C'est une bonne transition, c'est bon. Ouais, je travaille là-dessus. C'est bon. Bon. Ok, je porte ta petite bannière. Aujourd'hui, on va parler de Zombie Nation, qui est selon moi une des plus belles pochettes de la NES, de la Nintendo Entertainment System. Une pochette qui nous présente des zombies. Certains sont à moitié décapités avec les os, manquent des bras, c'est dégueulasse. Yeah. Ça a l'air cool pour un enfant. C'est vrai. Ouais. Oh, oui, oui. Donc, on garde ça en tête et on part tout de suite avec la vidéo parce que je veux vous traduire à mesure qu'on voit l'histoire du jeu en français. C'est magique. C'est le meilleur synopsis de jeu ever made. Alors, dans l'histoire, on est une tête de samouraï. Oui, une tête de samouraï volante. Une tête qui est coupée. Donc, Zombie Nation. En 1999, ce qui semblait être une météorite inoffensive comme toutes les autres, qui s'est crashée dans le désert du Nevada, était en fait une météorite contenant le méchant Darkseid, un gros méchant créature venant d'une autre planète avec des pouvoirs horribles. Et avec ses pouvoirs étranges, magnétiques et ses rayons, Darkseid a transformé tout le monde en zombie et a rendu la statue de la liberté vivante pour faire son sale boulot. Hein? Ces rayons lui ont aussi donné le contrôle par-dessus toutes les deadly weapons pour justifier le fait qu'il y a aussi des canons, des avions et des lasers qui te tuent. Mais quelque chose d'encore plus puissant, l'épée samouraï légendaire Shura. Et quand la grosse tête du samouraï Namakubi a entendu dire que cette épée était tombée dans les mains du méchant, il est parti immédiatement pour les États-Unis d'Amérique. Car seulement lui possède la force et la connaissance pour recapturer cette épée magique et libérer les États-Unis de cette créature vilaine qui est Darkseid. Je suis bilingue, je pense. Je suis pas sûr. Grande foncée. Grande foncée. Ouais. Alors, voici le synopsis. Donc, on commence à jouer. Donc, voici Zombie Nation. Alors, on a le choix entre 4 destinations, un peu comme dans Mega Man. On peut commencer par le round qu'on veut. On a le choix entre hard et easy, mais je me suis dit on va y aller à easy avec le niveau 1, ça va être assez simple. Donc, comme le synopsis l'indique, nous sommes une tête volante vomissant de la bile afin de détruire des buildings. Et lorsque l'on mange des créatures criant help, ça nous fait un power-up pour vomir encore plus. Attends, on joue-tu le méchant dans le jeu? Non, la tête du samouraï est gentille. Il doit aller récupérer l'épée qui a été capturée par le méchant. Donc, je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Je suis mort. OK. Ben voilà. Donc, je suis game over. Ah ouais, il est cool. Mais là, je me suis dit, non, on peut pas laisser comme ça, donc je vais me pratiquer. Et parce que j'avais lu que la statue de la liberté était vivante, donc je voulais au moins voir ça. Ouais. Donc, on recommence plus concentré, on appuie sur les boutons comme des malades.
Et voilà, et on va faire un petit accéléré pour voir qu'est-ce que ça fait quand on finit un tableau. Donc, c'est parti en accéléré. Go! En tout cas, dans ma tête, mon marqueur, c'était pas mal. Voilà. Hey! Donc, moi, ce que j'aime dans les jeux, c'est quand tu arrives à la fin d'un niveau et tu te bats contre un gardien, contre le boss de la fin. Donc, il y a un avion là, ok, il me contourne. Ok, il est où? Ok, j'ai fini le tableau. Tableau 2. Ça le dit même pas, c'est le tableau 2. Ouais, tu sais, je me sens, tu sais, je suis content. C'est comme le New York 2, c'est comme 1-2, là. T'es pas en train de faire un autre des étapes que t'aurais pu choisir au début, là. En fait, oui, c'est le tableau 2. OK. Donc, je suis clairement en train de... Hey, là, mais non, mais c'est Tommy, c'est évident, tu connais pas ton architecture. C'est clairement la zone de New York, là où la Statue de la Liberté. Et je suis pogné. OK, je suis correct. Ah, des gros lasers qui montent sur le bord des maisons. Bon, je suis encore game over, mais c'est pas grave. Je m'étais donné comme défi de vous montrer la statue. Donc, on va accélérer vraiment vite et on va aller voir de quoi ça a l'air, la Statue de la Liberté, parce que c'est important. La statue qui bouge, oui. Bring it. Bring it. Aïe, aïe, hein, c'est tout. C'est... Tu sais, pis y a-tu quelqu'un qui a vu des zombies à date? Non. Ben, j'ai vu une tête de samouraï qui... Ah, Zombie Nation, ouais. Donc, la Statue de la Liberté a des serpents sur la tête, garoche des bulles et essaie de nous brûler. Avec sa torche. Ouais, avec sa torche. Ah, yeah, c'est hot, ça, pareil, pour un jeu de NES, hein? Ouais, c'est très beau. C'est très... ça rappelle un peu les batailles à la Contra contre des sprites géants. Et je suis mort, je sais pas trop pourquoi. Ben, et voilà, c'est la fin. Parce que la Statue de la Liberté a réussi à te brûler. Ouais, la Statue de la Liberté a gagné. Aïe, aïe, aïe. Et puis là-dessus, t'as pas fait de continue parce qu'on avait vu ce qu'on avait à voir, genre. Bon, je pense qu'on avait pas mal fait le tour déjà. Donc, Zombie Nation, t'as mis un jeu qui porte très mal son nom parce qu'il y a pas vraiment de zombies. Ça aurait dû plutôt s'appeler Tête de samouraï coupée volante qui vomit. Mais il y a quand même une nation. Il y a la nation des États-Unis d'Amérique. Ouais, c'est ça, ça se passe dans une nation. Ouais. Wow. Puis moi, je tenais à faire un clin d'œil parce que moi, chaque fois que je vois la Statue de la Liberté dans un jeu de NES, je pense à Ghostbusters 2 c'est sûr, avec la pub la moins subtile de l'histoire du cinéma qui conduisent la Statue de la Liberté avec un NES Advantage. Moi, ça... T'es vrai, tu m'as amené des belles photos. T'es comme avec eux autres. Penche-toi un petit peu vers moi. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est parfait. T'étais comme un Ghostbusters. Ouais, t'étais comme des Ghostbusters. Tu sais, il y avait un noir, mais il n'y avait pas de roue dans les Ghostbusters, hein? Ah ouais? C'est pareil. Il en manquait. Hey! Il y avait des juifs. Merci Bruno. Et là-dessus, on peut plus rien dire. On n'a pas le droit. Je m'abstiens de suite et c'est ce que je voulais te montrer cette semaine, Tommy. Merci bien gros, mon cher Guiz. C'est très, très, très apprécié encore une fois ta présence. Yeah. Et là-dessus, on va commencer à s'en aller vers le reste de l'émission. J'ai trouvé une version... Il y a comme un nouveau sur le groupe de douteux qui s'appelle Duncan qui nous parle de ses peines d'amour d'une manière qu'on n'est pas habitué sur le groupe Facebook de douteux. Il est vraiment comme à cœur ouvert. Je sais pas s'il parle français ou anglais, je pense aucun des deux. Et d'ailleurs, c'est une chanson qu'on écoute maintenant qui nous avait déjà fait chicaner à Choc FM dans le temps. Parce qu'il faut pas faire jouer des tunes mainstream et on avait chanté par-dessus tout le long. Je suis très content de vous offrir en cette veille de la magie de Noël Offenbach et Aïe Aïe live. Checkez les marmottes, checkez les papillons, checkez la vraie vie. On est à 70%. Merci Guiz, on va revenir avec Boudreau en studio. Aïe aïe, tu me fais mal à mon cœur d'animal, l'immigré de l'intérieur. Tu me provoques des douleurs.
C'est pas fif, un solo de saxophone, c'est pas fif! J'en profite pour prendre une petite tranche de temps pour saluer mon cousin Olivier Godette qui est venu nous voir ici au Musée de l'Absurde. Je suis très content qu'il soit là. J'espère que le monde dans le salon le font se sentir à l'aise chez lui parce qu'il est chez lui quand que ça y tente. Là-dessus, aïe aïe. C'est pas de la sueur. C'est des émotions qu'il y a dans le front. Comme marmotte au soleil. À ses premiers rayons, parmi les roseaux, cueillir l'oiseau du paradis à goût de grenouille. À son whisky, chanter la toune comme papillon qui tourne. Aïe aïe, tu me fais mal à mon corps d'animal. Parfait. Salut Mathieu. Salut. Pis? Même moi, là, dans mon taux d'alcoolémie le plus élevé, là, Tommy, là, jamais j'ai pas fait la différence entre mes souliers et un cheeseburger. Hein. Ouais, t'as écouté ce que Bruno nous a amené, ça t'a ému? Ça m'a rentré dedans, Tommy. Cette semaine, c'est ironique de penser que le monde va bien. Hein? Le monde essaye des cheeseburgers. Que ça va mieux aller, puis qu'on va faire des séries, puis qu'on va la gagner, la coupe. Non, mais c'est pas mêlant. Regarde, Hiroshima 2, là, il pourrait nous éclater dans la face, qu'on voudrait quand même savoir si la blessure au genou d'Andrei Markov va l'empêcher de jouer cette année. C'est comme ça. Il y a des priorités, hein? Ben, le pain et les jeux qui disent. Ouais, c'est ça. Ben, l'année passée, là, l'argent a fait en sorte qu'il jouait pas au hockey pour faire de l'argent. C'est assez ironique. Moi, là, j'ai eu un plaisir immense à écouter les games avec mon père quand j'étais jeune, tu sais. Lui, il était assis sur le divan, moi, j'étais dans ma cage, tu sais. Puis, je m'étais fait un petit miroir avec une antenne de radio et du papier d'aluminium. Ça, c'était bien le fun parce que je pouvais voir la TV dans le coin. Puis c'était aussi super pratique, je pouvais voir venir les bouteilles vides de mon père, tu sais. Puis c'était comme plus pratique pour survivre, tu sais. Les petits moments taquins. Faut dire, non mais faut dire, Tommy, que mon père, il aimait ça lancer des affaires, tu sais. Il était comme ça, des meubles, des bibelots, ma mère, tu sais. Il était agressif, tu sais. Je me rappelle, il pouvait fesser là, durant des heures sans diminuer la cadence, là, tu sais. Ça aurait fait un asti de bon drummer, Tommy. Il m'a amené une fois au forum. C'était vraiment une belle soirée, là. Lui, il était dans les rouges, moi dans le coffre du char. Mais il m'avait amené un walkie-talkie.
Fait que je pouvais suivre la game pareil, tu sais. Puis ça a fini 43 à 33 pour Montréal. Ben, à moins que ça soit 4-3, là, mais tu sais comment est-ce que c'est, fin novembre, dans le cas du char, tu fais 44, tu sais. Le bonhomme, c'est un collectionneur aussi, hein, tu sais. Collectionnait de tout, là, des timbres, des stylos, des procès aussi, beaucoup. Toute sa vie aussi, il a voulu me transmettre sa passion, là, tu sais. Il me disait tout le temps, tu collectionnes les claques à la gueule. Tu sais, puis ça m'a rentré dedans. Aujourd'hui, ma collection est assez impressionnante. J'ai quelque chose comme 8000 claques, 12 000 coups de pied, 750 étranglements, puis j'en passe, tu sais. Ben, c'est parce que quand tu collectionnes, souvent les gens veulent t'aider, tu sais. Fait que tu te ramasses avec des doubles, la famille, des chums qui savent t'accumuler, tu sais. Ça veut t'encourager, mais ça encourage tout croche, là, tu sais. Mon père, il est mort d'une belle mort, tu sais, assassiné, hein. La plus belle. Une des plus belles morts que tu peux avoir. Froidement abattu par 4-5 policiers là, qui venaient de défoncer notre bunker. Là. Ils l'ont surpris tranquille, en train de me fesser dessus pendant que ma mère était attachée à sa place habituelle. Des meurtriers, Tommy! Des gibiers de potence! C'est fou, hein, comment est-ce qu'un mandat de perquisition, ça peut changer ta vie. C'est vrai, c'est vrai. Une journée, c'est ton père qui te fesse dessus, puis la journée d'après, pour ta sécurité, ce sont des purs étrangers qui le font. T'as-tu grandi de ça? T'as-tu comme compris la morale que c'était supposé t'amener? C'est de l'ironie, Tommy. Ouais. Excuse-moi, je suis pas habitué avec ça. C'est comme ça, tu sais. Le juge, comment le juge il avait dit ça? Il avait dit « Votre père a traîné dans plus d'affaires louches que Sarkozy puis les Bush réunis. » C'est un genre de compliment, tu sais. De père en fils. Ben voilà, tu sais. Là, quand la DPJ est venue me chercher, là, ça c'était au tout début là, de la DPJ. Là. Il y avait quoi? Il y avait 3 formulaires, 2 signatures puis une question. Hein, c'était « Êtes-vous fif? » Là, tu pouvais cocher « Oui, non, peut-être, laissez-moi sortir de ce sous-sol cimenté. » C'était pas mal comme ça que ça marchait. 4 réponses, ouais. Ils m'ont dit qu'ils allaient me mettre dans un foyer d'accueil, mais là, je sais pas où est-ce que ça s'est mélangé, les adresses, mais je me suis ramassé dans un bordel en Thaïlande. Ah ouais? Ah, y en a pas des tonnes, hein, des joueurs de hockey thaïlandais, Tom? T'as un boudaille? Ouais, y en a peut-être 2. Ah ouais? Mais non. OK. En tout cas, c'était pas un 5 étoiles, là, mais j'ai pu mettre un peu d'argent de côté, hein. Tu sais ce qu'on dit, c'est pas c'est qui que tu suces qui est important, c'est combien tu peux en faire en 1 heure, hein? C'est de la haute littérature. Ah ouais, on va laisser les gens réfléchir à ça. Vas-y à la maison. Vas-y, ouais. Je suis resté dans les rues de Bangkok pendant 4 ans, toi. Bon, avec tout ce que j'ai vécu dans ces ruelles-là, là, ça a pas été long que j'avais rebaptisé l'endroit Gang Bangkok, tu sais. Puis ça a l'air de rien de même. Mais j'ai accumulé une petite fortune. Quelque part entre un Martin Brodeur puis un banquier suisse. C'est pas mauvais. Non, ça va bien. Ben ouais. Je me suis acheté un passeport, une nouvelle identité. T'sais, mon nom c'était Mort, moi le nœud Gauthier. C'est pour te dire ce que tu peux faire avec l'argent. J'aime ça que t'aies pris ça me fait penser à mon ancien boss. Ah ouais? Ouais, qui s'appelait... c'est un Gauthier? Oui, il s'appelait Monsieur Gauthier. Mordant? Continue. I relate. J'ai envie de commencer à lancer des affaires. Ben, à 18 ans, je suis revenu au pays, hein? Puis j'en ai profité pour faire une dernière passe avant de partir. Je me suis introduit 4 kilos d'héroïne dans la cavité nasale. Oh shit, hein? Bon, ouais. Ça saignait beaucoup. Là, comment t'as dit? 4 kilos d'héroïne dans la cavité nasale. Ça t'a pris combien de temps? Ok, je comprends. Moi, j'ai fait ça dans un après-midi. Je comprends, je comprends. Là, ça saignait bien gros, tu sais, il y a des veines bien fragiles dans ce coin-là, puis... Ben, j'étais pas certain non plus quand j'ai fait ça, tu sais, je me disais que c'est quand même le dernier trou qui te reste qui a pas été défoncé par une grosse graine, tu sais, fait que des fois, il faut que tu y penses, tu sais. Bon, Attends, les oreilles? Ouais, c'est ça. C'est la première affaire qui m'est venue, moi. Non, mais tu sais, t'as mis... Tu sais, c'est quoi la nécessité, hein? Oui. Ben voilà, tu passes à travers la petite douleur que ça fait, puis tu te le mets dans le nez, tu sais. Puis, mais l'ironie là-dedans, c'est qu'ils m'ont pas fouillé à l'aéroport, hein. Ils fouillent dans les rectums, Tommy, mais pas dans les nez qui saignent. C'est une drôle d'époque. En arrivant...
J'ai vendu mon stock à un Kalinours, tu me connais? Oui. Puis je me suis parti une business. Hein? Enfin, le succès. Voilà. Money Airline. Je suis dans le vol. T'es dans le vol? Ouais. OK. Cette année, j'ai fait un peu de corpo, tu sais. Mais j'aime pas trop travailler avec ça, moi, avec eux autres. Ils ont pas de cœur. Hein? Tu parles d'eux autres, le monde de... Ouais, le monde des corporatives. Ouais, OK. Non, ça veut maîtriser les marchés, écraser la compétition, maximiser les profits. Tommy, je te pose la question, il est où le contact humain? Hein? Tu sais, un petit saut d'humeur là, avec un petit coup de couteau, là, elle est où la chaleur, tu sais, du sang qui coule, tu sais? Ouais. Bro, tu sais? Ouais. Avant, on jouait dehors, tu sais, avec une crotte de cheval sur un lac en arrière de chez nous. Tu sais, on se gelait le cul, mais on avait chaud au cœur, tu sais. C'est ça qui est important, t'sais. En tout cas, mon père, il a jamais hésité à jouer avec moi. Hein. Il passait des heures entières à m'apprendre des choses qui, encore aujourd'hui, me sont utiles, telles l'art de mentir, hein? Le camouflage, puis la capacité de rester sans manger et boire pendant plusieurs jours. Je compte. Toute la sagesse d'un homme t'a mis derrière un masque de psychopathe. J'aime tout le temps ça, moi, les relations père-fils. Je suis très content de voir que ça va bien de père en grand-père. Ça avance, je te dirais. Et voilà. Si l'ironie, en terminant, si l'ironie, c'est un décalage entre deux perspectives hein, qui mène à de l'incongru, hein, on peut dire que c'est ironique que la seule chose que je suis capable de ressentir pour mon père, c'est de l'amour. Merci, Mathieu. Ben, ça m'a vraiment fait plaisir. Si le monde, ils comprennent pas qu'ils ont à réfléchir sur ce qu'ils viennent d'entendre, là, ils réalisent pas qu'ils écoutent 70%. La télé des délaissés. À douteux.tv. Merci beaucoup, Mathieu. J'adore ça. T'as-tu hâte à la foire? J'ai hâte en maudit, je vais être là. Excellent. Fait que on va écouter un clip de John Lajoie, qui est un Québécois anglophone. Ça existe. Et c'est pardonnable. Et juste au retour, j'ai l'impression que ça va être notre chum Bernatchez qui va nous parler des belles aventures. Merci encore, ben gros, Mathieu. Yo. Pow, to the limit. Are you tired of this happening? What about this? And how many times has this happened to you? Well, suffer no more, because we've created a product that is designed to eliminate these problems and improve your quality of life significantly. Introducing Hands. Hands were specifically designed to facilitate manual tasks and to eliminate problems associated with not having hands, such as inability to high-five and difficulties communicating your hip-hop coastal allegiance. West Side! Damn it! With Hands, you'll be able to hold mug, play keyboard, write a story about bird farts, point at ketchup, gay masturbation. I want to put my penis in your bum. Straight masturbation. I want to put my penis in your bum. Slap a fridge. Hold a picture of Emilio Estevez. Argue with a jealous hamburger. Stop looking at my girlfriend! I wasn't looking at her, I swear. Nipple pinch, genocide, and much more. Here's what people are saying about Hands. Tired of this happening? I have skin cancer. With Hands, you'll be able to... I still have skin cancer. What are you waiting for? Be as hands-on as you've always wanted to be. Hands will help you text message, throw basketball, throw tiger, lean, exaggerated lean, fake Chinese with hand, ching-chong, 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 air fingering, staple, pretend to be a U2 fan. I love how every song sounds the same. Gardening, racist gardening, damn Jews, and much, much more. Buy one hand today and get the second one for bees. Make honey, honey, make honey, honey, make. Ah, why did you shoot me? You were looking at my girlfriend, so I shot. Don't ever fuck with a jealous hamburger. What are you waiting for? Give yourself a hand or two. Order your hands today by calling toll-free 1-800-AIDS-FART or simply pee in a bucket and mail it to my dick. Side effects may include finger blasting, murder, rape fist, abusive husband, fuck you, the Mighty Ducks 1 and 2, and death by hand swallow. I especially like the newer stuff. I like how it's all really overproduced. Ching chong, ching chong, ching chong. The fuck you looking at, bitch? Une télé... Quoi de neuf, docteur? Une télésérie sème la controverse,
Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Salut tout le monde! Hey, salut Bernie. Salut, ça va? Certain, man. Ben oui. Vous vous tiendrez, là, maintenant 3 semaines, que j'ai fait ma critique de l'album Charlebois et l'Hostie de Gang. Ah oui, c'était beau ça, man. Ouais, c'était bon. Puis c'était... Des pénis. Il y avait le pénis d'Yvon Deschamps. D'ailleurs, j'ai pas... J'aurais peut-être le regarder une autre fois. J'ai essayé de le retrouver. Puis j'avais dit à la fin de ma chronique, voilà, je l'ai retrouvé. C'est le pénis d'Yvon Deschamps. Very important. Very important stuff. Et j'avais dit à la fin de ma chronique que j'allais faire, offrir mes services de scénaristes pour d'autres histoires fabulées. Ouais. Fait que là, j'avais pas le choix d'en écrire vu que j'ai dit ça. Fait que là, ben c'est ça. Je fais ça tantôt. Ça, c'est le tome 1, vous comprenez. Puis il n'y a pas encore de tome 2. Fait que les possibilités sont infinies avec l'histoire de la musique québécoise, tout ce qu'on peut offrir. Alors, histoire fabulée, tome 2. Félix Leclerc. Là, c'est ça, vous comprenez le principe, c'est c'est l'histoire de ces gens-là, mais que ça ressemble pas du tout à ce qui s'est passé réellement, comme dans la bande dessinée de 3 semaines. Alors, Félix Leclerc, tome 2. Ben, pas besoin d'aller trop loin avec celui-là, hein, parce que quelqu'un d'autre a déjà volé mon scénario et l'a mis en image. Ça comprenait Félix Leclerc sur un cheval blanc combattant des zombies de l'île d'Orléans. On le voyait aussi s'exprimer en parabole constamment, combattre les esprits d'un lac, chercher une perle magique et porter un oiseau mort sur sa tête en guise de perruque. Fait que moi, c'était mon scénario, puis on l'a déjà volé avec succès. Voilà. Pour Histoire fabulée, tome 4, l'origine de Martin Deschamps. Oh! Ouais. Martin Deschamps était à la base un haricot magique. Voilà. Dans ma zone de confort. Ouais, c'est ça. C'est tout. Ensuite de ça, le tome 6, l'origine des bébés. Hein? Alors, tout le monde sait que la signification de l'acronyme bébé, qui sert de nom au groupe légendaire Les Bébés, c'est les Beaux Blonds. Bon, on se souvient de ça. Ah, j'avais entendu Beau Bonhomme, mais on s'en pour vrai? Honnêtement, j'ai pas vérifié. Mais dans ma tête, c'était Beau Blond, mais l'un ou l'autre. Oui, l'un ou l'autre, c'est un excellent nom. On s'entend là-dessus. Mais permettons-nous de rêver à une autre origine pour ce nom-là. S'il s'appelait comme ça parce qu'ils se sont connus étant bébés, hein? Ah! C'est pas bête! Alors, Patrick Bourgeois, François Jean et Alain Lapointe se connaissent depuis qu'ils ont 1 an. Et font... je le sais. Et font ensemble les 400 coups. Mais leurs parents déménagent quand ils ont 2 ans et ils ne seront plus pendant 24 longues années. 24 longues années plus tard, François Jean essaie de voler des cymbales au Archambault pour les signer et les revendre. Et il tombe face à face avec Patrick Bourgeois. Je vous rappelle qu'ils ne sont pas vus depuis qu'ils étaient bébés. Même s'ils ne se sont pas vus depuis qu'ils étaient bébés, bon, j'aurais dû lire mon texte à la place, ils se sont tout de suite reconnus. Alors, ils ont retrouvé Alain Lapointe sur Facebook, ce qui est assez facile avec un minimum d'effort. Essentiellement, il fallait juste faire l'effort de le faire, puis ça n'a pas été très long. Et ensemble, ils formèrent les bébés. Ça fait du sens. Tome 19, l'origine de Yellow Molo. Qu'on entend d'ailleurs en background ici. Qu'on entend en background, voilà, avec le classique Le Petit Castor, une composition d'eux autres, je présume. Oui. Le sinistre seigneur Sauron tente de dominer la... J'ai rien copié-collé, là, dans mon texte. Le sinistre seigneur Sauron tente de dominer la terre de Trois-Rivières à l'aide de 20 anneaux magiques. Mais l'un d'eux, l'anneau unique, est tombé entre les mains du hobbit Stéphane Yell. Un garçon au pied velu. Le mage Patrick Fréchette incite celui-ci à détruire l'anneau en le jetant dans le feu du mont d'Estaing au pays de Rimouski, où il a été conçu. Stéphane Yell entreprend ce périlleux voyage avec ses 2 congénères, Patrick Frenette et Stéphane Lamère à la trombone et au cœur. Mais vous saviez pas le nom des gens de Yellow Molo, hein? À part Stéphane Yell. Mais ils sont vite poursuivis par les 9 cavaliers noirs, des spectres au service du vil Sauron. En route, le petit groupe est rejoint par un elfe, Yannick Boivin aux percussions, qui forment ensemble la communauté de l'anneau, 6 alliés pour contrer les 6 spectres du Seigneur des Ténèbres. Ah, come on. Voilà. Alors, j'ai copié-collé quelque chose, j'ai changé quelques mots. Non, je sais. C'est tout moi, c'est moi qui écris Ville Seigneur Sauron. Tome 22,
Tout un album sur la joke quand Julie Masse plume la traverse. J'ai comme 64 pages. Puis ils se rendent compte quand ils sont jeunes. Ensuite de ça, quand Julie Masse plume la traverse, James Bond, voilà, on la connaît. Tombe 36. Non, mais on venait de faire le tour pas mal. Oh ouais, ben il y reste 63 pages. OK. Tombe 36. L'origine de Woodstock en Beauce. Woodstock en Beauce. Été 1995. Santana, Janis Joplin, Jimi Hendrix et The Who sont dans un char ensemble. Puis là, genre, sont comme... Leur auto tombe en panne à Saint-Éphrem-de-Beauce. Tombant littéralement en amour avec les lieux, ils décident de fonder un autre Woodstock à cet endroit. Après, ils sont comme repartis dans le brouillard, on les a jamais revus. Et mais semble-t-il que si on tend l'oreille dans la nuit parfois, on peut les entendre pleurer pendant les prestations de Caïn. Des cris très distinctifs de Janis Joplin. Et les possibilités sont infinies. Hein? L'origine du nom Koumé, peut-être la magie noire, je sais pas. Hein? L'origine du Poudza Fest. Garou, un loup-garou. C'est mon préféré. C'est même pas si bête, ça, il pourrait le faire. On connaît Brandon 3000, mais pas les 2999 autres. Une piste à explorer, j'ai failli couper ce gag-là. Et où encore? Laisse le gag vivre! Laisse le vivre. Peut-être pour quelqu'un à quelque part, c'est le meilleur gag de tout. Ou Xavier Caféine, c'est sûr qu'il y a des jokes à faire avec ça. Hein? Ou n'importe quoi avec Jim Corcoran. Tu nous les laisses, les ensemble. Ça, c'est comme c'est comme les pistes pas finies là, de gag. Fait que tu vas-tu nous revenir avec comme j'ai noté Jim Corcoran. Faut que je fasse un gag avec Jim Corcoran, j'en ai pas. Fait que, voilà, avec Jim Corcoran, ça serait cool. On l'aime. Jimmy Bertrand. Jimmy Bertrand, il y en a. Ben, c'est Jim Corcoran. Peut-être une autre chronique un autre jour. Hein? Alors voilà, c'était Charlebois et la petite gang, volume 1, les histoires fabulées. Ben, je vous ai offert les scénarios des 46 prochains albums. Vous les prenez, vous faites ce que vous en voulez, ça me fait plaisir. Hey, merci bien gros, Julien. Merci à vous. C'était... Sacrément, man. Ouais. J'aime ça quand t'es là, toi. Ouais. Hey, j'ai eu des grosses nouvelles pour 70%. Sûrement qu'Étienne Forêt va revenir. Ah ouais. Ouais, on devrait revoir Étienne Noël, Étienne Forêt. C'est ça, Noël. T'as fait un lapsus, l'appeler Étienne Noël. Ben oui, mais c'est parce que j'ai mis la toune de Noël des A+ Construction, qui n'est pas une blague, c'est une tentative publicitaire. On est dans la magie de Noël, tranquillement. Noël, c'est rouge. Rouge, c'est la couleur des menstruations. Menstruation, c'est les filles qui ont ça. Et les filles, ça l'apprécie Julien Bernatchez. Donc voilà, la boucle est bouclée. Je le souhaite. Oui, ben oui, tout le monde le souhaite. Là-dessus, on s'en va écouter un petit clip qui tape ses nerfs à tout le monde. Et puis, on revient pour Bruno et débouler vers la fin de l'émission. Merci encore, Julien.
Joyeux Noël de Noël de Noël! Yo, Bruno. Yo, Tommy. You're back in strength by the power of Grayskull, yeah. Pis tout, là. C'est ça. Ouais. Vincent Corden, 36 ans, était disparu en 2007 après avoir reçu des heures de travail communautaire pour entrée par effraction et vol à l'étalage. L'homme de Cardiff, au Pays de Galles, s'était sauvé en Irlande, mais a décidé de revenir dans sa ville après avoir rencontré sa fiancée qui habitait là. Le couple a alors décidé de s'inscrire à un concours organisé par le journal local pour gagner un mariage payé. Un officier de police a reconnu Corden et sa photo dans le journal. Attends, et l'homme a été retracé. Le gars, tu sais... Le gars, il s'est sauvé. Il est revenu. Il a participé à un concours dans le journal. Et ça l'a pas aidé à long terme. Là. L'homme a passé 4 semaines en prison pour ne pas avoir obéi à l'ordre de la cour. Pour ajouter l'insulte à l'injure, le couple a été retiré de la compétition dans le journal. Mais il planifie toujours se marier. Au moins, ça finit qu'on s'en colle. Ah oui, c'est ça. Ils sont beaux. Après, ça a été... même. Ah, j'ai switché la photo. Après s'être entraîné pendant des semaines pour une course de cross-country, Cody Thacker a déclaré forfait et s'est retiré de la course complètement parce que le numéro qu'on lui avait assigné allait contre ses valeurs. En effet, le numéro de la bête est celui qu'on lui a donné au début de la course. La jeune femme qui croit que porter ce numéro va contre les valeurs de sa religion a commencé par essayer d'échanger son numéro avec quelqu'un d'autre, ce que les officiels ont refusé. Elle a alors décidé de tout simplement se retirer de la course pour ne pas risquer sa relation avec Dieu. Ah non, mais Chris de conne! Puis tu sais, quand c'est pas mieux d'échanger ton numéro de la bête à quelqu'un quand tu penses que t'es encore plus evil si tu veux passer le mal à quelqu'un d'autre. Non, mais c'est parce qu'elle voulait pas ruiner sa relation avec Dieu. Tu sais, quand Dieu, il pogne les nerfs, là, c'est ça, tu portes le logo de la concurrence. Arc! Et donc, aïe! Fait qu'elle a pas participé. Elle a pas participé, non. Et puis c'est devenu une nouvelle que nous autres, on entend parler pour... Parce que... C'est ça, OK. Merci, Bruno. Ça fait plaisir. Ah, il en reste 2 encore, mais celle-là, là... Celle-là, tu l'as aimée, hein? Celle-là, je l'ai beaucoup aimée, là. T'es aimes les religieux aussi. Comme oui, les dogmatiques, ceux qui pensent qu'ils ont raison puis que tout le monde devrait comprendre comme eux autres, c'est quoi la vraie vie, là. Oui, parce qu'il y a une neutralité qui existe quelque part. Dieu. Quand t'as Dieu dans ton cœur, Tommy. Allez te chier. Let's go la prochaine. Stephen Todd Campbell, 51 ans, est en liberté surveillée après avoir reçu des accusations de possession de méthamphétamine et d'obstruction de la justice. Avant son audience, l'homme a dû vider le contenu de ses poches dans lesquelles se trouvait une pipe à méthamphétamine. Une pompe à asthme? Il a été renvoyé en prison. Non, c'est l'autre affaire. Ouais. Il a été renvoyé en prison et a reçu une deuxième accusation de possession de méthamphétamine. Ben... C'est ça. Et on termine avec un héros. Everett Larges avait décidé d'emmener son chat dans un club de danseuses de Murdoch en Floride. Mais arrivé là-bas, il s'est fait refuser l'entrée parce que les chats n'étaient pas admis. L'homme de 47 ans a alors fait ce que n'importe quel Floridien divertissant ferait. Il a appelé le 911. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, l'homme qui semblait intoxiqué a demandé à la police de lui appeler un taxi, mais lorsque le taxi lui a demandé où il habitait, il a refusé de répondre et a continué d'appeler le 911 malgré le fait que la police était déjà sur les lieux. Larges a été arrêté pour utilisation abusive du 911, intoxication désordonnée, intrusion après avertissement et avoir résisté à l'arrestation sans violence. Hein? Man. Parce qu'il était l'alcool. À cause de l'alcool puis le chat. C'est le monde qui comprenne rien. L'alcool puis le chat. Le monde, ils comprennent rien. Le monde, ils n'ont pas de respect pour les génies du prochain monde. Sacrement. Hey, merci beaucoup, Bruno. On arrive à la fin de 70%. En fait, c'est la fin de 70%. On a là-dessus un excellent clip.
Howdy! Hey, c'est moi, c'est Tommy Godette. Je suis PDG de douteux.org, quelqu'un de très, très, très important qui va ce soir vous parler d'un film qui a été fait par quelqu'un de très, très, très important. On parle de Pitof. Son nom complet, c'est Jean Trait d'Union, quelque chose. Là, j'ai pas été checké. C'est assez facile de le trouver parce que le monsieur Pitof, c'est quelqu'un qui est très connu dans le domaine du cinéma en France. La France, c'est un pays que ça fait quand même assez longtemps que je suis pas allé, puis je devrais y aller en mars. Allô, les amis. Là-dessus, donc, en allant chercher son Razzie Award, parce que le film de ce soir, Catwoman, de 2004, a été proposé pour 4 Razzie Awards. C'est le contraire des Oscars. C'est comme des trophées douteux, on pourrait dire. Non, parce que ils sont comme méchants, eux autres. Ils me semble light. Je sais pas. Faudrait que je lui parle. En attendant, Halle Berry est allée chercher son trophée de la pire actrice de l'année. Elle a déclaré, en prenant le micro et en parlant, « Tout d'abord, je veux remercier Warner Bros. Merci de m'avoir fait jouer dans ce piece of shit god awful movie. C'était justement ce dont ma carrière avait besoin. » On le rappelle, en 2001, Halle Berry est devenue la 2e personne de couleur foncée de naissance et la première femme depuis celle d'avant à gagner un Oscar. Ça a été quand même quelque chose de spécial. C'est pour Monster tout court. J'ai oublié, on s'en crisse un petit peu dans le fond. Ce qui est sûr, c'est que 3 ans après avoir gagné un Oscar parce qu'elle était bonne, elle a gagné un Razzie parce qu'elle était pas bonne. Et ça nous rappelle à quel point c'est important d'avoir une opinion sur le fait que c'est Ben Affleck qui va faire le prochain Batman. Oui. Donc, on rappelle à Halle Berry aussi que quand elle se fait offrir des choses, elle a le droit de répondre non. Et si, mettons, elle a oublié ça, Halle, j'ai besoin de toi ici, maintenant. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai remarqué en le réécoutant tantôt à quel point son personnage s'en fâche tout le temps dans le film, surtout au début. C'est pour nous faire comprendre que c'est quelqu'un qui l'a pas. On va parler un petit peu plus en profondeur. Catwoman est une réalisation, oui, une réalisation de Pitof, un petit génie du cinéma d'effets spéciaux de France. Parisien stéréotypé, expatrié pour une raison qu'on présume être pédance incontrôlable, parce que j'ai décidé, mettons. La légende veut ce que c'est aussi. Pitof est le réalisateur, oui, le réalisateur de Catwoman. Un film qui a déjà été vu par presque tout le monde. Tout le monde s'est comme enfargé là-dedans. Il y avait comme un cul d'Halle Berry sur la pochette et on a tous tombé dans le piège. Oui. Mais ça va nous faire plaisir de le déterrer une dernière fois. Parce que tout le monde le sait. En fait, c'est peut-être sa dernière chance d'exister, ce long métrage-là, ce soir, grâce à douteux.org. Parce que sinon, tout le monde s'en calisse. Oui. Donc, douteux.org est très, très fier de respecter son mandat de variété. Par la porte d'en arrière, je dirais, en vous faisant redécouvrir un film qui vous a jadis endormi et qui aura réussi à décevoir toute la planète. Cette fois-ci, en y appliquant notre grille d'analyse très, très sérieuse, c'est-à-dire, posez-vous donc des questions, hostie. C'est ça. Vous allez réévaluer ce très vaseux investissement de 100 millions de dollars ici. On consomme ce genre d'objet. Là-bas, pour le même prix, on peut... Man, j'en reviens pas. Oui. D'un regard tout nouveau, tout frais, vous permettant, oui, vous allez regarder cet investissement de 100 millions de dollars d'un nouvel œil, vous permettant d'atteindre l'extase joyeuse, le petit plus de la vie que nous, on nomme divertissement, quelque chose qui est très, très important. Parce qu'il n'y a pas de farce, Catwoman, ça fait partie des objets culturels qu'on pourrait pratiquement classer de objectivement inutiles. Ouais, des grands folders des erreurs de la vie. Tout d'abord, notons que le réalisateur français de naissance et du surnom de Pitof a fait un choix conscient de réinventer le personnage mythique de Catwoman. Il l'a extirpé de son Gotham City natal ou originel pour
parce qu'à la base, Selina Kyle, qui est le vrai nom de Catwoman, était une voleuse de bijoux. Et ce soir, c'est rendu une employée de 3e ordre, de 4e degré dans une compagnie qui font du pharmaceutique, quelque chose. Oui. Donc, le réalisateur Pitoff a dit haut et fort qu'il souhaitait réinventer le personnage, lui donner un potentiel de vivre finalement, parce qu'après 45 ans d'apparaître dans les comic books, c'était pas assez. Pitoff a dit qu'il avait lu tous les Catwoman et qu'il avait choisi sciemment d'y aller pour son idée, qui était comme meilleure que celle qui faisait que le personnage avait 45 ans. Là. Ouais. C'est donc une bonne idée, hein? C'est pour ça que je l'appelle le réalisateur d'ailleurs aussi. Oui, il l'a réinventé et il n'a aussi absolument pas tenu compte de la prestation de Michel Pfeiffer, qui faisait Catwoman dans le film de Tim Burton au début des années 90, qui est un des nouveaux Batman, qui était les meilleurs des nouveaux Batman. Mais là, ils peuvent pas mettre DeVito dans le rôle du pingouin, là, tu sais. C'est important d'avoir une opinion sur qui c'est qui caste qui, puis qui c'est qui est casté par qui. Hein? Laisse pas le temps de décider à ta place. Là. Mets toutes tes couilles sur la table, dis que t'as raison jusqu'à la fin du monde avant que le film soit fait. Ben important, ben logique. C'est pas des énergies perdues. Donc pourquoi est-ce que Pitoff a décidé de réinventer Catwoman à ce point-là? Est-ce que c'est un complexe de Dieu créateur, comme un médecin qui est capable de faire de la magie avec des cellules souches? Est-ce que c'est un full frontal Parisian on Hollywood? La volonté du réalisateur prendra la forme qu'il veut, câlisse. C'est à nous de comprendre l'étendue de sa vérité. Ce qui est sûr, c'est que le film de ce soir a aidé à la carrière de personne, surtout pas celle du réalisateur Pitoff, qui n'a rien fait d'autre depuis 2004 que des publicités. Et tout le monde adore les gens qui font de la publicité. Sinon, le scénario, comme ça implique le monde des chats, pas le choix de passer par la déesse Bast de l'Égypte de jadis, parce que ça, c'est une constante dans le monde du cinéma. S'il y a des chats avec de la magie, il y a l'Égypte qui est impliquée à quelque part. Tu ne peux pas faire de chat magique qui viendrait, mettons, j'y vais au hasard, non, pas d'Égypte, un autre pays que l'Égypte, là. Tu peux pas. Si t'as un chat magique, le chat vient d'Égypte. Si je te parle d'un film, dans la vie, on peut en faire d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que le chat est magique parce qu'ils pensent que le chat répond quand ils disent le nom. Donc, à chacun sa manière de voir les chats magiques. Parce que s'il y a une affaire qui est sûre, ouais, c'est ça. Donc, on parle un petit peu du scénario du film. Après une mise en situation vacuite, l'héroïne va mourir sans vraiment mourir. Et ça, c'est quelque chose que je trouve tout le temps spécial dans ces films-là. Parce que souvent, le fait que le méchant ait comme tué l'héroïne, ça donne le droit à l'héroïne de prendre la revanche du degré qu'elle veut. Un petit peu comme dans Le Corbeau. Mais si t'es pas mort pour vrai, puis que t'es là pour prendre ta revanche, si tu tues les gens qui t'ont tué, mais qui font que t'es pas mort pour vrai, t'es pas vraiment en train de respecter la trail de pensée qui implique que t'es supposé être mort pour vrai pour avoir le droit de tuer les gens pour vrai. Je sais pas si vous me suivez, là. À un moment donné, il y a une fibre morale qui est comme pas respectée ici. Et Catwoman va comme pas mal déféquer sur tout ce que vous appelez fibre morale. Donc, l'héroïne ne s'appelle plus Selina Kyle, elle s'appelle maintenant Patience Phillips. Et Patience Phillips va se faire réveiller après être morte pour une cause vraiment... Et un coup qu'elle va être réveillée par un chat qui est infographié, un envoyé bien sûr de la déesse égyptienne, elle va décider de compléter ses nouveaux pouvoirs en se fabriquant un des costumes les plus trop serrés de tous les temps. Elle va s'habiller en dominatrice sadomaso. Et ça, c'est beaucoup plus loin que le simple costume. C'est vraiment, en fait, une métaphore pour nous faire comprendre que de jeunes filles réservées et quelconques, avec le corps d'Halle Berry, la madame est devenue une vraie cochonne. Oui, je cherchais mon texte. Une vraie cochonne assumée
qui aime travailler la nuit et dompter des hommes, des vrais. Ça explique aussi son choix d'armes. Le trait, parce qu'elle a choisi, elle pouvait choisir ce qu'elle voulait, mais elle a choisi le trait. Pourquoi t'as pas pris n'importe quoi d'autre? Fouet. C'est très important. Dans le film, comme dans la vie, les méchants sont les riches et les gentils, ce sont les pauvres victimes des riches. On peut aussi impliquer les fans de basketball dans le rang des victimes parce que la séquence de basketball à 37 minutes, 27 minutes, je suis plus trop sûr, là, c'est vers le premier son de cloche là, parce que c'est important qu'il y ait un couple. Je sais pas pourquoi, là, c'est pas moi qui décide. C'est important qu'il y ait un couple, câlisse, je sais pas, là. Tu veux Taxi? Comment c'est important qu'il y ait une fille dans Taxi? C'est ça. Là-dessus, on continue. C'est de loin le meilleur bout du film, la séquence de basketball. Je vous la souhaite très, très beaucoup. Donc, une histoire d'amour catapultée par Hollywood. Elle va se pratiquer. C'est très important aussi dans le domaine des films de super-héros. L'héroïne, comme en fait le héros qui a des nouveaux pouvoirs, commence en se pratiquant avec du menu fretin. Je parle des petits voleurs de base, de bijoux. Et puis, tranquillement, pas vite, ben, elle monte, tu sais, elle se fait remarquer par les plus hauts. Et puis là, à un moment donné... Ouais. Elle va pouvoir aller se mesurer au Big Kahuna in Town pour essayer de prendre sa place. Bon, en tout cas, je vous laisse vivre l'évolution de... fuck it, là. Le méchant de la fin, c'est Sharon Stone. Bon, je m'étais dit que j'étais pas pour vous le dire. C'est mal fait comment qu'il nous le cache, parce que ça paraît que c'est elle. Le reste, on s'en calisse. C'est ça. Donc, oui, vraiment, j'ai écrit lame ici en lettres majuscules à la fin de mon paragraphe et j'ai pas été capable de vous le lire. Avant de se lancer dans le désordre, je note quelques points qui pourraient vous être utiles pour essayer de passer au travers du long métrage. On a ici la séquence que... On voyait son cul, oui, c'était très important. Avant de se lancer donc dans le désordre, je note la craque de Alex Borstein. C'est la fille qui fait la voix de Lois Griffin dans Family Guy. C'est elle qui joue la craque de sein, qui est sa meilleure amie dans le film. La performance extrêmement fat de Sharon Stone, s'il vous plaît, applaudissez pas et ne vous levez pas. La trame sonore, on ne peut plus standard, qui ne contient sûrement que des artistes signés par Warner Bros. Et qui sera également distribué par Warner Bros., qui est la même compagnie qui a fait le film. La convergence, ça a tout le temps existé. Les effets spéciaux inutiles pour tenter de créer de l'intérêt tout le temps. Tout le temps. La quantité de gros plans de face, vous allez voir des faces, là, je veux dire des visages. Tu sais, il y en a beaucoup, des gros plans de visages dans le film. C'est pas super. Ouais. Et aussi, bien sûr, à toutes les fois que Catwoman va se déplacer, se battre ou bouger, c'est très, très, très mal fait, les infographies. Peut-être qu'on est en 2004, peut-être qu'il aurait juste pu prendre quelqu'un qui est capable de faire des acrobaties. Dis-moi ce qui coûte le moins cher, puis je vais te dire que le Français a décidé qu'il voulait faire ça de même. Asti! Ah! Checkez bien aussi l'enquête à la 57e minute à propos de la calligraphie de la fille. C'est assez fabuleux comment elle a écrit « sorry » à 2 places différentes puis qu'il se garde des affaires à dire sur le fait que les deux c'est écrit pareil. Il y a aussi la grande roue pétée à 62e minute. Il faut admirer à quel point, au total, j'arrive vers la fin, il faut aussi admirer à quel point il se passe des choses grandes et puissantes dans ce film-là, mais que nous, on s'en calisse. Il y a la plus grande de toutes les compagnies de cosmétiques au monde qui va relâcher un nouveau produit révolutionnaire et on s'en calisse. Il y a aussi une femme qui est morte, mais qui revit parce qu'elle est lichée par des chats qui sont des envoyés de la déesse Bast, dont on se calisse. Et on s'en calisse que la fille revive. C'est vraiment très, très, très banal. C'est pas facile d'être capable de passer 100 millions de dollars dans quelque chose qui crée un désintérêt quasi universel. Pour vrai, c'est pas facile. Et Pitoff aura réussi. C'est bourré de CGI LED, d'essayer de les voir, de les spotter. Tu sais, tu dis « Ah, gars, c'est informatique! » Ben oui, parce que de filmer un pont, c'est compliqué. Tu sais. Ils sont capables. En fait, on a plein de raisons qui font que ce film est solidement pris dans un des filets du questionnement que je préfère. 2 points, c'est le filet du « pour vrai ». Avec 100 millions, c'est ça que t'as fait, là? Pour vrai? Moi, je prendrais le 100e de ça, puis je serais capable de faire quelque chose qui plairait à plus de gens.
dis-je prétentieusement. Fait qu'amène-moi le million, puis on va t'arranger ça après. Donc, au final, on est autour d'un -5, -6, très particulier. C'est une note qui est pas très, très loin du 0, mais qui, à mon sens, et au sens de Nikita, qui est un des chroniqueurs de Nanarland, le film va bien maturer avec le temps. J'ai l'impression que la prochaine fois qu'on va le réécouter, un petit peu comme Action Jackson ou d'autres longs métrages très douteux, Commando pour en nommer d'autres, j'ai l'impression qu'avec le temps, on va mieux comprendre à quel point c'est très divertissant, mais pas de la manière que le Français qui a fait le film voulait le faire. Là-dessus, on va écouter Catwoman, qui est un film de 2004. On poursuit notre rétrospective de 2000 à 2013 à douteux.org. Vous pourrez aller voter la semaine prochaine au www.douteux.org pour soit Domino, un film de Tony Scott, qui est mort il y a quand même quelques années, ou, et j'espère que c'est lui qui va gagner parce que je suis très peu journaliste objectif, là, l'excellent Furtif. C'est un film avec des jets. Comme dans Top Gun, mais un petit peu moins gay. Ouais. C'est Tommy pour douteux.org qui vous souhaite un excellent Catwoman qu'on va écouter maintenant. Faites attention à vous et je n'ai rien à rajouter.